Chers consoeurs, chers confrères, mesdames, messieurs, je suis très honorée, bien évidemment, de venir vous apporter quelques-unes des informations historiques et les plus récentes sur ce qu'est l'écologie fonctionnelle et ce qu'elle peut nous apporter pour comprendre la dynamique de la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes. Vous n'êtes pas sans savoir que quand on parle de biodiversité, il ne s'agit pas uniquement, bien sûr, d'espèces emblématiques, les espèces bien connues pour être de valeur affective aux humains, ni seulement les écosystèmes à très forte biodiversité, comme les récifs coralliens. Il s'agit, comme nous l'avait souvent rappelé notre confrère Robert Barbeau, à qui je dédie cette présentation aujourd'hui, de toute la variabilité du vivant, donc par exemple la diversité génétique, mais aussi la diversité des organismes cachés qui jouent des fonctions essentielles dans les écosystèmes. Jean-Dominique nous l'a rappelé, il s'agit aussi de la biodiversité, non seulement à des échelles, par exemple, de population ou d'écosystèmes, mais sur l'ensemble des paysages, voire même des continents. Au-delà de ces différents niveaux d'organisation de la biodiversité, on peut aussi la décrire par différentes dimensions. Par exemple, la diversité génétique, mais aussi la diversité phylogénétique, c'est-à-dire l'histoire évolutive des espèces ou des taxons. Bien sûr, la diversité taxinomique. Et ce dont je parlerai plus aujourd'hui, ce qu'on appelle la diversité fonctionnelle, illustrée ici pour le cas relativement pédagogique des formes des becs d'oiseaux qui varient selon donc les régimes alimentaires des animaux, enfin de ces oiseaux dans les écosystèmes. Une des questions que l'on peut poser est pourquoi s'intéresser à ces différentes dimensions de la biodiversité. Et la première question, c'est de savoir si elles sont liées entre elles. Et là, je vous dis tout de suite que je ne pourrais pas vous répondre. En fait, très peu d'études pour l'instant ont quantifié ces relations, avec des cas comme ceux montrés ici pour les plantes et pour les poissons, donc les poissons marins, des cas de relations entre ces différents types de biodiversité. Mais en vérité, il y a autant de cas où il n'y a pas de relation. Donc pour la suite de cet exposé, je m'intéresserai à ce qu'on appelle la diversité fonctionnelle, sans oublier bien sûr qu'existent les autres dimensions de la biodiversité. L'écologie fonctionnelle s'est donné pour objectif de trouver des règles générales pour expliquer les relations entre différentes choses, les fonctions du système biologique et les facteurs du milieu, les différentes fonctions de ces systèmes et les structures et les fonctions dans ces systèmes. Il s'agit plus particulièrement de déterminer les causes ultimes du fonctionnement, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'on a quel fonctionnement à quel endroit, comment a-t-il été sélectionné, et aussi les causes proximales, c'est-à-dire les régulations du fonctionnement. Un des défis de l'écologie fonctionnelle, donc annoncé par Callot en 1987, est aussi l'intégration du fonctionnement entre niveaux d'organisation, donc supérieurs à l'organisme, donc comme nous l'a introduit Jean-Dominique, de la communauté à l'écosystème et même au paysage. Et donc, c'est sur ce dernier point, en particulier, que portera mon exposé, bien que je m'intéresserai aux autres dimensions de l'écologie fonctionnelle. Donc, je commencerai par une définition du concept de trait fonctionnel. Donc, on appelle trait fonctionnel, de façon relativement simple, toute caractéristique morphologique, physiologique, phénologique ou comportementale d'un organisme qui affecte sa performance individuelle. Donc, on parlera de... Oups. Excusez-moi, je sais pas si... Donc, on parlera de fitness ici, mais aussi sa réponse aux facteurs biotiques et abiotiques du milieu et ses effets sur le fonctionnement de l'écosystème. Donc, les motivations des chercheurs pour s'intéresser à ces traits fonctionnels, elles sont de plusieurs ordres. Bien entendu, la recherche de relations structure-fonction, mais aussi la nécessité pour pouvoir justement arriver à une écologie explicative et prédictive, une nécessité de généricité, c'est-à-dire la capacité à identifier des mécanismes écologiques qui transcendent la taxinomie. Il y a aussi dans cet intérêt pour les traits fonctionnels un souci d'opérationnalité dans la mesure où les traits dont je vous donnerai quelques exemples au cours de cette présentation sont souvent choisis parce qu'ils sont mesurables sur de grands nombres d'individus et d'espèces, donc permettant aussi d'atteindre cet objectif de généricité. Donc, je reprends le cas de la morphologie des becs d'oiseaux pour commencer par un exemple relativement simple de trait fonctionnel. Donc ici, on dira qu'on a une adaptation, une évolution de la forme du bec des oiseaux par rapport à leur régime alimentaire. Passons maintenant aux végétaux,
où de l'échelle de cellules avec le phytoplancton jusqu'aux végétaux supérieurs, on est capable d'identifier des relations entre certains traits fonctionnels et les fonctions. Donc à gauche, pour le phytoplancton, une relation entre le volume donc, des cellules et le taux de croissance de ces organismes. Et à droite, un cas déjà de fonctionnement beaucoup plus intégré, bien entendu chez les végétaux supérieurs, où les caractéristiques des feuilles, comme leur masse surfacique et leur concentration en azote, sont extrêmement bien reliées à la capacité d'assimilation photosynthétique. Cette relation a d'ailleurs été qualifiée de spectre d'économie foliaire. Enfin, de manière générale, ce qu'on peut dire, c'est que la taille des organismes et d'autres éléments liés à leur morphologie et aux proportions entre différents organes ont un fort rôle prédictif du fonctionnement à l'échelle de ces organismes, illustré ici pour le cas des insectes, avec des relations remarquables entre le poids des individus et leur taux métabolique. De manière générale, c'est une conclusion qui transcende les modèles d'études, que la taille des organismes a une forte valeur fonctionnelle en relation, pour faire simple, avec le métabolisme et les dépenses énergétiques et leur rapport surface-masse. De telles relations permettent de modéliser le fonctionnement des écosystèmes, ici d'écosystèmes composés d'une seule espèce, donc par ce qu'on appelle ici des relations d'allométrie, où il est possible, par exemple, de prédire la production annuelle de biomasse, de couverts végétaux, par la masse totale de feuilles des espèces qui les composent. Le problème, c'est que, comme je vous l'ai souligné en introduction, la plupart des écosystèmes sont biodivers, au moins certains d'entre eux, et donc ne sont pas composés d'une seule espèce qui aura une seule valeur de trait. Le défi est donc de comprendre le fonctionnement des écosystèmes qui vont avoir des plus ou moins grandes biodiversités, en particulier ceux qui ont de fortes biodiversités, et donc qui vont avoir une représentation de différentes valeurs de ces traits fonctionnels. Donc, les travaux récents en écologie fonctionnelle auxquels j'ai pu contribuer s'intéressent à comment passer de relations fonctionnelles à l'échelle d'individus ou des espèces au fonctionnement d'écosystèmes complexes. Pour cela, un certain nombre de schémas conceptuels ont été développés permettant d'identifier et ensuite de tester les différents mécanismes liant diversité des espèces et fonctionnement des écosystèmes via les traits fonctionnels. Donc, je m'arrêterai quelques minutes sur ce graphique qui, pour commencer, explique le fait que, bien entendu, les facteurs abiotiques, comme par exemple la température, vont réguler le fonctionnement des écosystèmes, mais que toute une partie de la régulation du fonctionnement des écosystèmes passe par la diversité des organismes et en particulier la diversité fonctionnelle. Cette diversité fonctionnelle peut être décrite de différentes façons. Donc, en prenant ici une représentation, bien entendu, ultra simplifiée d'une distribution unimodale des valeurs de traits dans l'écosystème, on peut utiliser différents descripteurs. Donc, par exemple, la valeur de taxa particulier auquel on s'intéresserait, la moyenne pondérée donc, de la valeur de trait à l'échelle de l'écosystème. Donc, c'est un calcul ici qui tout simplement prend la valeur des traits des espèces ou même des populations individuelles pondérées par leur abondance relative, ou d'autres indices plus avancés décrivant la dispersion des traits qu'on va appeler plus souvent dispersion ou divergence fonctionnelle. Le premier mécanisme, donc, est le mécanisme d'identité fonctionnelle. Donc, illustré ici avec le cas que connaissent bien tous les agronomes et également les agriculteurs, de l'utilisation de l'azote par les plantes dans un écosystème. Donc, ce graphique ici décrit la décroissance de la concentration en azote dans le sol en fonction de la présence de plantes d'espèces de plus en plus nombreuses. Donc, si la concentration baisse, c'est que l'azote a été consommé. Et ce que montre ce graphique, c'est que contrairement à l'interprétation qui aurait pu en être donnée initialement, d'une décroissance donc, de cette concentration en azote dans le sol avec des espèces plus nombreuses, donc sur de plus en plus nombreuses sur l'axe des X, donc ce qui correspond à une plus grande consommation. En fait, ce qui compte, c'est la différence entre les carrés noirs et blancs sur ce graphique, et c'est la seule présence des légumineuses qui explique en fait l'utilisation de l'azote du sol par ces plantes. Donc c'est un effet qu'on va appeler d'identité.
un effet qui devient un petit peu plus intéressant quand on veut parler de communautés diversifiées, est l'effet des espèces dominantes. En effet, comme l'a constaté et surtout rappelé et formalisé Phil Grime, en général, la structure des communautés n'est pas du tout une structure qui est uniforme en termes d'abondance relative des différentes espèces, mais on trouve des espèces qui sont fortement dominantes. Et ce que a postulé et plus tard démontré Phil Grime, c'est que ces espèces les plus dominantes, en fait, ont tendance, ou auraient tendance, à piloter le fonctionnement de l'écosystème. Donc on peut traduire ça par une hypothèse quantitative et qui a été formalisée de cette façon-là par Éric Garnier du CEF à Montpellier, qu'on attendrait une relation entre les traits moyens pondérés de la communauté, donc dominés par les espèces abondantes, puisqu'on pondère par l'abondance, et les processus écosystémiques. Donc ceci a été appelé par Phil Grime lui-même le mécanisme du rapport de masse, où l'on peut passer donc, des traits d'espèces particulières, donc illustrés ici par la relation entre la teneur en matière sèche des feuilles de graminées et leur digestibilité, au niveau des communautés très plurispécifiques, par cette relation où on retrouve donc une relation linéaire ici entre la digestibilité de ces communautés et la teneur en matière sèche de la communauté, donc calculée en pondérant par l'abondance des espèces. Dernier mécanisme, le mécanisme de complémentarité fonctionnelle, où ici, illustré dans le cas de la macrofaune des sols active dans le recyclage du carbone et de l'azote au travers de la décomposition des litières, on a à gauche en fait aucun effet du nombre d'espèces sur la décomposition des litières, mais au contraire, sur le graphique de droite, en fait, un effet positif et significatif de la dissimilarité fonctionnelle entre les espèces présentes. Et on pourra dire, dans ce cas, que plus on a de groupes fonctionnels, donc de types d'organismes du sol différents, plus forte sera la décomposition. Ces mécanismes ont été identifiés dans différents cas de figure et commencent à être quantifiés par différentes études au champ et des études comparatives entre écosystèmes. Et j'ai tenté de réaliser une analyse, bibliographique, une synthèse de ce qu'on connaissait finalement sur ces mécanismes relatifs. Malheureusement, et je me suis concentrée sur les communautés végétales qui sont, pour l'instant, celles pour lesquelles on a largement le plus d'informations sur ce type de mécanisme. Donc je n'ai trouvé que 28 études, 81 relations quantifiées, qui montrent pour l'instant une prédominance de relations à la moyenne pondérée des traits des communautés, autrement dit, la fameuse hypothèse du rapport de masse. Ceci dit, la question est encore largement ouverte. Comme je le souligne, il y a très peu d'études. Elles ont été sur un nombre d'écosystèmes relativement restreint, très souvent des écosystèmes prairiaux, et sur un nombre de processus relativement restreint aussi. Ceci dit, nous avons essayé, nous continuons d'essayer de tester donc l'importance des différents mécanismes. Et pour cela, je voudrais vous introduire un modèle conceptuel inspiré initialement par Terry Chapin et que j'ai pu développer en collaboration avec Éric Garnier, qui propose d'utiliser les traits fonctionnels pour comprendre les dynamiques du fonctionnement des écosystèmes. Donc, si l'on propose que les communautés riches en espèces vont répondre au changement de l'environnement par ce qu'on appellera des traits de réponse, donc schématisés extrêmement simplement, bien entendu ici, comme une relation linéaire entre la valeur d'un trait de la communauté et une variable environnementale, et que, comme nous l'avons vu, les traits fonctionnels affectent également le fonctionnement de l'écosystème à niveau avec une relation simplifiée sur le graphique, une relation linéaire entre une valeur de trait à l'échelle de la communauté et le fonctionnement de l'écosystème. Alors, si l'on a soit égalité, soit corrélation entre les traits impliqués dans la partie réponse et la partie effet, on sera capable, dans l'idéal, de comprendre et de prédire le fonctionnement de l'écosystème à partir des changements de variables de l'environnement. Donc, quels sont les résultats par rapport à ce modèle ? Nous avons pu le tester dans différents systèmes. Je prends un exemple ici donc, qui a été réalisé sur les prairies de montagne, où, par exemple, on peut identifier
deux traits, la hauteur donc, des plantes, donc ce sont des plantes herbacées, et la concentration en azote de leurs feuilles qui répondent significativement à différents facteurs du milieu, comme par exemple l'azote et la fertilité des sols, et qui se trouvent affecter différentes fonctions de l'écosystème, comme la production de biomasse par ces prairies. Donc dans ce cas-là, on va pouvoir dire que les variations de production de biomasse sont expliquées via les effets de la hauteur des plantes et de la teneur en azote des feuilles des communautés. Ce qui est intéressant, c'est que cette relation, qui peut sembler relativement simple quand il s'agit de prédire la production de biomasse, en fait se généralise quand on introduit d'autres processus, comme par exemple l'accumulation de litière ou les poules en carbone et en azote du sol. Continuons dans la complexification des modèles. Il a été, un petit saut conceptuel a eu lieu en essayant de penser non plus seulement à des communautés qui seraient pilotées par les plantes, mais bien entendu connaissant le fait que les plantes interagissent avec d'autres organismes. Et donc, j'ai proposé d'étendre ce modèle à plusieurs niveaux trophiques, où ici, donc, on étendrait ce qui était le modèle de gauche pour les plantes sols, à l'incorporation de différents niveaux trophiques. Donc, prenons un premier exemple relativement simple, celui de la pollinisation, dont Jean-Dominique nous a rappelé que c'est une fonction extrêmement importante écologiquement et aussi donc pour les services que les hommes tirent des écosystèmes. On peut par exemple ici identifier des relations non plus entre les traits de réponse au sein d'un seul niveau, les plantes, mais entre les traits des plantes et ceux des pollinisateurs. Donc, par exemple, ici, et comme a pu ensuite le modéliser Sébastien Ibanez, on peut en fait prédire la pollinisation de différentes plantes selon une relation entre la profondeur donc, et aussi la largeur de la corolle des fleurs et la longueur du proboscis des insectes. Donc, ce type de relation permet en fait de modéliser de façon relativement précise les réseaux de pollinisation, ici dans les prairies subalpines. Sur un cas un petit peu plus complexe, intéressons-nous ici au régime alimentaire des invertébrés herbivores et généralistes, donc ici le cas des criquets, où à gauche, des mesures de mécanique des feuilles en laboratoire et un modèle en fait de la force incisive des mandibules des criquets selon leur morphologie ont permis de montrer une relation à nouveau remarquablement linéaire entre ces deux paramètres. Donc, les criquets consommeraient des plantes dont la résistance des feuilles est en adéquation avec la force de leur pièce buccale, leur mandibule. Si l'on transfère, donc ça c'est des choses qui se passent en conditions contrôlées, si on transfère donc sur le graphique de droite ceci à des conditions donc, au champ, en pleine nature, donc sur des communautés complexes, en fait, on constate également qu'il y a un ajustement entre la moyenne pondérée des traits foliaires des plantes consommées, donc ce qu'on avait prédit en conditions contrôlées, et les plantes qui sont consommées in natura, donc ce régime alimentaire quantifié au travers de barcoding de l'ADN. Et ainsi, on peut mettre en évidence, donc, testant le modèle non plus seulement sur un niveau d'organisation, sur un niveau trophique, mais plusieurs niveaux trophiques en interaction, le fait que les traits fonctionnels ont des effets en cascade sur l'écosystème, où ici, par exemple, la réponse d'une part à gauche de la teneur en fibres des feuilles liées à leur résistance mécanique et aussi à leur valeur nutritive, donc répond à la gestion, mais aussi affecte, ou en tout cas lié avec la masse corporelle et donc la taille des mandibules des criquets qui vont être présents, et ensemble affecte la production de biomasse de ces prairies. Donc, revenant à ces 25 ans et un petit peu plus d'écologie fonctionnelle, que peut-on dire sur ce sujet, ce champ particulier d'écologie fonctionnelle ? Je pense que nous avons largement, très, très fortement progressé dans les connaissances sur les traits des organismes, non seulement pour les décrire, bien entendu, mais pour vraiment expliquer les fonctions de l'individu à l'écosystème. Ceci permet de construire une compréhension de la dynamique des écosystèmes selon leur biodiversité. Je vous ai montré que ça a bien avancé, mais c'est aussi un champ qui est encore en plein développement.
Et le point où on est en particulier donc ce travail est une extension progressive de la théorie qui s'appuie sur une complexification progressive des modèles biologiques. Donc on part d'espèces, peu d'espèces, dans des conditions contrôlées, des communautés de plus en plus complexes, des communautés seulement de plantes, et puis les organismes qui interagissent avec les plantes. Maintenant, dans la dernière partie de mon exposé, j'aimerais vous donner quelques exemples d'applications de l'écologie fonctionnelle pour répondre à des questions de société. Donc, nous avons déjà parlé de services écosystémiques. Donc, je vous rappellerai que les services écosystémiques sont au cœur des relations entre la société et les écosystèmes. Les usagers des écosystèmes, donc en particulier les agriculteurs, les forestiers ou d'autres usagers, mettant en œuvre des usages et des pratiques pour retirer les ressources et les bénéfices qu'ils souhaitent avoir de ces écosystèmes. Donc, c'est ce qu'on appelle les services écosystémiques. Donc, comment peut-on se servir de ce corpus finalement d'écologie fonctionnelle pour mieux comprendre et quantifier les services écosystémiques? Donc, pour cela, on peut développer des modèles basés sur les traits pour quantifier ces services écosystémiques. Donc, comme je vous l'ai montré, on va avoir des variables d'environnement. Donc, je reprends le cas ici de prairies de montagne, donc, dont la fertilité varie en fonction de leur usage et de l'altitude. On peut, à partir de là, prédire les traits donc, qui vont être présents chez les plantes et aussi, par exemple, les communautés microbiennes. Ce qui nous permet, donc c'était la partie précédente de l'exposé, de prédire les propriétés de l'écosystème. La question qui se pose maintenant est de pouvoir prédire les services des écosystèmes, prenant en compte le fait que les services des écosystèmes ne sont pas quelque chose qui existe en isolation, par exemple dans les ordinateurs des modélisateurs, ce sont des choses qui sont perçues par les acteurs. Donc juste un petit exemple ici, à partir de modèles de fonctionnement de l'écosystème basés sur les traits, on peut prédire donc ici la cartographie de différentes propriétés des écosystèmes, donc la production de biomasse, sa qualité, la diversité des plantes par exemple, et par combinaison avec des approches d'enquête, des approches de sociologie, dériver des estimations des services écosystémiques, donc par exemple ici la valeur agronomique de ces prairies, la valeur de pollinisation ou la valeur culturelle vue par les acteurs de ces territoires. Ici, il s'agissait d'un territoire relativement petit, mais de mêmes approches peuvent être appliquées à de la modélisation à de bien plus grandes échelles, donc de la modélisation biogéographique, ici avec l'exemple de la France et le travail réalisé par le projet d'Yves Grasse. Donc, la teneur en matière sèche des feuilles, dont on peut avoir un certain nombre d'échantillonnages répétés à travers ici différents sites de prairies françaises, se trouve être très bien relié à la durée de saison de végétation, donc selon la température et l'humidité du sol, ce qui permet ici de modéliser, donc à l'échelle de toutes les prairies permanentes françaises, la teneur en matière sèche des feuilles. Sachant que je vous avais montré qu'il y avait une relation entre teneur en matière sèche des feuilles et par exemple diversité des fourrages, plus un facteur dont je n'avais pas parlé qui est le climat et en particulier l'évapotranspiration potentielle. Ceci permet d'obtenir des cartes prédictives, par exemple ici, de la digestibilité des fourrages à l'échelle de toutes les prairies françaises. À des échelles bien plus grandes encore, le développement des connaissances sur les traits fonctionnels permet de repenser les modèles de végétation globaux pour projeter notamment les effets du changement climatique, mais également, comme il était noté tout à l'heure aussi, on pourrait utiliser ça pour modéliser les changements de distribution de l'agriculture. Donc ces modèles sont en fait en train d'être mis au point avec des progrès qui sont récents et très très significatifs sur l'incorporation des connaissances sur les traits fonctionnels dans ces types de modèles. Et permettent, par exemple, permettent bien sûr de faire des choses classiques, entre guillemets, comme prédire la séquestration du carbone, mais aussi des projections, par exemple, de changements de richesse fonctionnelle selon différents scénarios climatiques. Pour autant, tous ces travaux ne seraient rien sans des efforts colossaux qui ont eu lieu à l'échelle collective, donc de collecte des données et de standardisation aussi des méthodes de collecte. On pourrait parler, il n'existe pas de normes ISO de méthode des collectes de traits, mais certaines personnes en ont déjà parlé. Et une nombreuse communauté qui se mobilise, donc pas juste pour les plantes que j'ai illustrées ici, mais pour les autres organismes. Il ne s'agit pas seulement de collecter ces données, puisque pour que des modélisateurs puissent les utiliser, il faut qu'elles soient rendues disponibles.
on a vu aussi se mettre en place un mouvement très important récent de mise en commun de toutes ces données dans des bases de données accessibles au plus grand nombre. Non seulement pour les plantes, bien sûr, exemple leader ici, donc avec la base de données TRI, qui en fait a déjà excédé le chiffre que j'ai sur cette diapositive maintenant de 3 millions donc de données entrées pour 70 000 espèces à l'échelle globale, mais aussi pour d'autres organismes comme les poissons, les invertébrés lotiques et aussi les mammifères. Donc pour terminer, j'aimerais que vous retiriez de cette présentation une idée de l'accélération récente des connaissances sur les traits fonctionnels qui a permis, je pense, des sauts qualitatifs dans la compréhension des mécanismes écologiques. La diversité fonctionnelle est une dimension de la biodiversité qui apparaît essentielle pour expliquer le fonctionnement des écosystèmes, au même titre que d'autres dimensions de la biodiversité, mais avec une forte valeur prédictive. En particulier, je pense que les développements récents d'approches prédictives offrent des perspectives très importantes et un réel défi aux chercheurs impliqués dans ce champ de recherche pour répondre aux questions environnementales associées à l'emprise croissante des humains sur les écosystèmes et sur la planète appelée Anthropocène. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Sandra Lavorel. Avez-vous des questions à lui poser? Jean-Pierre Kahn. Oui, je suis tout à fait ébloui par l'actualité de recherche et ce que vous en avez dit des perspectives. Je voudrais vous poser une question sur le laboratoire d'écologie alpine. Est-ce que, dans l'histoire de l'écologie, on doit faire une place ou non à Viollet-le-Duc? Viollet-le-Duc était un restaurateur de monuments, mais il était aussi alpiniste, dessinateur. Et dans les dessins de Viollet-le-Duc, il y a des légendes. Et Viollet-le-Duc, dans ces légendes, indique que ce qui est à l'ordre du jour, c'est une restauration des Alpes. La restauration des Alpes, bon, je n'entre pas dans le détail, est-ce que c'est une référence pour vous ou non? L'époque de Viollet-le-Duc, c'est également l'époque de la construction de la forêt de l'Aigual. J'ai vu que vous citiez dans les organismes qui sont associés à vos travaux le CFE-CNRS de Montpellier. Est-ce que la restauration de l'Aigual, non, pas la restauration, l'instauration de la forêt de l'Aigual, ça n'est pas, avant la lettre, un succès de l'écologie et de la biodiversité, puisqu'on n'arrivait pas, Flao, le botaniste de Montpellier, ne parvenait pas à faire pousser la moindre espèce sur le désert de l'Aigual, mais plusieurs espèces, c'était possible de les faire pousser. Je vous remercie pour cette question et cette intervention qui me permettent peut-être d'aborder deux éléments. Le premier, c'est que Viollet-le-Duc, parmi d'autres, a fourni des informations qui sont aujourd'hui, en fait, qui font partie des choses qu'on peut mobiliser dans ces types d'approches, dans la mesure où, bien sûr, les sources de valeurs de traits fonctionnels qu'on va utiliser peuvent être des mesures actuelles, mais aussi on utilise tout type d'informations, notamment les descriptions par des naturalistes et autres personnes qui se sont intéressées à la nature dans le passé, sont une autre source de données qu'on peut utiliser et mobiliser. Je mentionnerai aussi, bon, c'est pas le cas là, mais les spécimens donc de collection sont aussi une source de mesure. C'est pas juste des mesures qu'on fait actuellement sur le terrain ou au laboratoire. Deuxième point, donc, concernant l'écologie de la restauration, finalement, c'est effectivement un des défis actuels que je n'ai pas mentionné, et je vous remercie de l'avoir introduit dans la discussion, puisque c'est une des choses pour lesquelles on sollicite ce type de connaissances pour comprendre comment, alors c'est ce qu'on appelle assembler des communautés qui vont être fonctionnelles, donc non seulement au moment où on les met en place, mais au cours du temps, sachant que peut-être qu'il ne sera pas toujours possible d'avoir une forêt immédiatement, mais il faut pouvoir prévoir la succession de végétation qu'on veut avoir en fonction des caractéristiques des espèces qu'on va replanter et qui va mener un jour à une forêt mature et entièrement fonctionnelle.
Merci. D'autres questions? Notre confrère Henri Descamps. Oui, Sandra. Tout à l'heure, Jean-Dominique, dans sa conclusion, a évoqué les relations avec les sciences humaines et sociales. Alors, ces relations, elles se font le plus souvent sur un partage des concepts. Le cas le plus connu, c'est celui des écosystèmes, devenus les socio-écosystèmes, etc. Et la question que je voudrais te poser, c'est de savoir en quoi cette notion de trait fonctionnel peut nous aider à coopérer, à travailler avec les chercheurs des sciences humaines et sociales. Alors, il y a deux choses. Bon, la première, c'est que au premier degré, on travaille plutôt sur la notion de service écosystémique. Avec, excusez-moi, je vais devoir. On aura plus de facilité à travailler sur la notion de service écosystémique que de traits fonctionnels. En revanche, alors peut-être ça vous surprendra, le concept de trait fonctionnel a été en fait adopté dans certaines approches de modélisation des usages des terres, donc dans le cadre de modèles globaux, où il a été en fait, enfin c'est des réflexions qui sont en cours et je crois qui vont être mises en œuvre, où en fait l'idée qu'on puisse utiliser les caractéristiques d'une population, donc non plus de plantes ou d'insectes, mais une population humaine et des populations d'acteurs, pour les regrouper en types et ensuite construire des modèles, notamment c'est très utilisé dans ce qu'on appelle les modèles multi-agents, est une façon aussi d'utiliser le concept. Donc on n'échange pas sur le même objet, mais vraiment au niveau du concept cette fois-ci. Excusez-moi. Oui, Jean Salançon et après Alain-Jacques Vallon. Oui, merci, Monsieur le Président. J'aurais voulu un mot que vous avez prononcé pratiquement tout au long de la conférence, c'est le mot « trait ». J'ai compris d'ailleurs qu'il pouvait aussi être utilisé en anglais, oui. Tel que je l'ai vu là. J'ai vu aussi valeur pondérée des traits. Alors, les traits, je connais les traits d'un visage, mais je ne vais pas les pondérer. Donc, est-ce que vous pourriez donner une définition des traits qui me permette de comprendre comment on pourra prendre une valeur pondérée des traits, par exemple? D'accord. Donc, un trait, donc, à la base, c'est la définition que j'ai donnée. Donc, c'est un caractère. Finalement, pour les généticiens, ça va être un caractère qu'on peut mesurer. Et donc, on peut obtenir une valeur. Donc, par exemple, si je prends la teneur en azote des feuilles, je vais avoir une valeur en milligrammes par gramme pour chaque individu ou chaque espèce. Et donc, la valeur pondérée, en fait, c'est cette formule que j'ai montrée, où on calcule une moyenne en pondérant par l'abondance des individus. Et alors, ce que je n'ai pas eu peut-être le temps d'expliquer, c'est que, en fait, mathématiquement, c'est très simple, ça correspond à la valeur qu'on aurait en prenant un individu au hasard dans la communauté. Donc, si on fait, par exemple, un transect dans une communauté et qu'on prend un certain nombre d'individus au hasard, c'est la valeur qu'on va retrouver. Voilà, c'est ça la moyenne, puisque c'est fonction de l'abondance des individus. C'est une grandeur mesurable. Tout à fait. D'ailleurs, on s'affranchit dans certains cas maintenant des mesures de valeur à l'échelle de l'individu ou de l'espèce pour ne prendre que la valeur moyenne. Et ça ouvre en fait des perspectives qui sont extrêmement intéressantes d'interface avec la télédétection, puisque certains paramètres, je n'ai pas pris au hasard la teneur en azote, sont des paramètres qu'on peut quantifier à partir d'imagerie télédétectée proche ou lointaine. Donc ça ouvre des perspectives énormes en fait. Alain-Jacques Vallon. Oui, je fais peut-être suite à la question d'Henri Descamps sur votre rapport avec les sciences humaines et sociales. Ça m'a frappé, vous avez parlé de perception des acteurs face aux services écosystémiques rendus, c'est ça? Alors en santé, on s'intéresse beaucoup à la perception, on traite la perception des risques avec autant de sérieux qu'on traite les risques objectifs. Alors, comment vous avez des données, c'est ça ma question, quels sont les acteurs dont vous avez parlé, qui peuvent être, je suppose, aussi bien des gens de la population générale que des acteurs économiques, enfin je ne sais pas, quels sont les acteurs, et comment vous mesurez ces perceptions, et ensuite, peut-être comment vous les analysez en relation avec... comment vous les mettez en corrélation avec ce que fait l'écosystème. Avec les bénéfices écosystémiques. Oui. D'accord. Alors, la première chose, quels sont les acteurs? Donc, alors, ce qui est très important dans l'analyse des services écosystémiques,
c'est qu'il faut s'intéresser aux acteurs concernés par un écosystème donné. Ça peut être l'écosystème global ou ça peut être un écosystème très, très local. Donc, sur l'exemple que je présentais ici, donc il s'agit d'une commune d'agriculture de montagne. Donc, les acteurs, ça va être les agriculteurs, les touristes, les agents du Parc national des Écrins, puisque c'est dans la zone du Parc national des Écrins, et d'autres habitants du village. Sur d'autres études, par exemple, nous travaillons à l'échelle maintenant de la région du bassin grenoblois. Les acteurs, ça va être les différents secteurs socio-économiques présents dans la zone, donc la nature, mais aussi, par exemple, la gestion de l'eau, l'urbanisme, etc. Donc ensuite, comment on fait? Alors, il y a plein de techniques différentes pour éliciter donc, l'évaluation des acteurs de différents services écosystémiques. Et donc, beaucoup s'appuient sur en fait, des enquêtes. Alors, des enquêtes, ou alors avec des grands échantillons, ou alors des techniques en fait, donc de travail en direct avec les acteurs, alors avec toute une panoplie de techniques qui vont de juste, par exemple, faire attribuer des rangs à différents services écosystémiques, jusqu'à des techniques de jeu de rôle qui permettent en fait, de faire manifester les valeurs des acteurs. Et oui, pardon. Dernier point, donc comment on prend ça ensuite en compte? Alors, c'est peut-être la chose qui est le moins avancée. On sait décrire les valeurs des acteurs, mais dans les évaluations, c'est assez difficile de croiser donc la valeur écologique et donc l'appréciation par les acteurs. Certains utilisent par exemple des jeux de pondération sur les différents services et d'autres techniques plus complexes. Merci beaucoup. Je pensais aussi à la question que Guylaine Marcilly avait posée à Jean-Dominique Le Breton. Donc, parce qu'il y a des problèmes simplement de faim dans le monde, liés très prévisibles grâce aux projections démographiques, il faut sans doute mettre en culture un grand nombre d'espaces, je ne sais pas, une grande partie de l'Amazone, etc., qui pour l'instant ne sont pas en culture. Parce que il n'y a pas 30 solutions pour que une grande partie de la population du monde ne meurt pas de faim en 2050, si j'ai bien compris. Alors là, évidemment, détruire une partie de l'Amazone, c'est un handicap et un bénéfice écosystémique. Et les acteurs, il y a sans doute quelques tribus indiennes locales, il y a aussi... de façon générale, l'Amérique du Sud, et puis il y a peut-être le Bangladesh. Et donc, au niveau écosystémique, probablement que quelquefois, les acteurs sont extrêmement nombreux et distants. Tout à fait. Oui. Et est-ce qu'il y a donc, c'était à ça que je pensais en fait dans ma question initiale, est-ce qu'il y a donc des mesures? Par exemple, je suppose que la perception du risque écosystémique par l'habitant du Bangladesh et l'habitant de la tribu d'Amazon ne va sûrement pas être le même. Est-ce qu'il y a des démarches systématiques pour essayer de comprendre et de pondérer tout ça? Non, pas systématique, il y a des études de cas. Alors vous signalez deux choses intéressantes. La première, c'est qu'il y a effectivement des acteurs à différentes échelles pour un écosystème de données, donc des acteurs locaux aux acteurs qu'on va appeler globaux. Par exemple, le service de séquestration du carbone, c'est typiquement un service à la population globale qui n'intéresse pas forcément les acteurs locaux. Et puis, la deuxième chose, c'est que donc il y a plusieurs échelles spatiales imbriquées, et puis aussi, il peut y avoir, en fait, de la même façon qu'on peut avoir des téléconnexions physiques entre écosystèmes, par exemple, via le transport de la poussière et autres, on peut avoir des espèces de téléconnexions sociales. Et alors là, il n'y a absolument pas de méthode ni systématique, ni même de connaissances suffisamment étendues pour pouvoir prendre ça en compte de façon, avec un système bien quantifié et bien développé. Dominique Le Breton sur ce point. Oui, sur la question d'Alain Jacques, la mise en culture n'est pas forcément la solution parce qu'il y a des systèmes dont on peut dire vraiment avec un regard froid de scientifique qui sont tombés sur la tête. À une époque, on importait du bétail élevé en extensif dans la pampa sud-américaine et les journaux clamaient que c'était une hérésie de faire venir de la viande de si loin. Résultat, maintenant, on cultive la pampa pour faire du soja en irriguant avec une agriculture intensive qui a divers inconvénients. On transporte du soja qui est bien plus pondéreux
que les bétails qu'on transportait. Et ce soja sert à faire de l'élevage hors sol en France. Actuellement, par exemple, l'élevage de charolais, il faut savoir qu'on est à 4 fois la charge naturelle, parce qu'en fait, c'est de l'élevage hors sol. Pour le prix, les nitrates de ce soja sont relâchés dans nos... Donc il y a aussi tout un réexamen des systèmes agricoles. C'est-à-dire cultiver plus, ce n'est pas forcément la réponse univoque à la crise de l'alimentation. Je peux juste rajouter un petit commentaire. J'avais pas répondu à cette partie, mais j'ajouterai un autre commentaire dans la même question. Il y a aussi énormément de réflexions sur justement comment utiliser ce type de connaissances pour développer alors ce qu'on appelle une agriculture plus écologiquement intensive. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce jargon? Ça veut juste dire mieux utiliser les services des écosystèmes dans l'agriculture. Et donc pour mieux les utiliser, il faut mieux les comprendre. Christian Amator. Oui, je vous remercie pour... Je suis là, s'il vous plaît. Pardon. Je vous remercie pour votre exposé. En fait, je fais suite à la réponse que vous avez donnée à Jean Salançon. Je voulais poser la même question que lui au départ. C'est sur les moyennes. Alors, selon ce que j'ai compris, l'importance d'une moyenne dans une distribution se réfère essentiellement au fait que la distribution est de type gaussien. Quand on a une distribution qui est totalement asymétrique, comme la plupart du temps dans le vivant, dans les durées de vie je sais pas, le temps qu'on va la durée de vie quand on a un cancer ou quelque chose comme ça, quoi. Et ça, c'est lié au fait qu'il y a des bornes supérieures ou inférieures qui sont imposées à la distribution pour simplement des questions, je veux dire, techniques. Hein, Donc, à ce moment-là, moi, j'avais compris, en lisant Darwin, en lisant Gould, que c'était ces queues de distribution qui étaient la source de l'évolution. Parce que c'était là que la vie allait chercher à compenser tout phénomène qui effondrait la moyenne par un changement des conditions. Donc, quelque part, le fait qu'on regarde la moyenne et qu'après on parle de biodiversité sur la moyenne, j'arrive pas à comprendre. Est-ce que vous pourriez préciser? Non, voilà, je vais réexpliquer. En fait, donc cette moyenne, donc j'insiste pondérée, hein, qui correspond finalement au poids des espèces abondantes, on l'utilise pour lier au fonctionnement de l'écosystème. Par contre, c'est pas ça qu'on utilise pour comprendre la dynamique de la biodiversité. Bon, déjà pour le fonctionnement, je vous ai signalé, mais c'est en fait d'autant plus vrai quand on va s'intéresser donc à l'émergence de nouvelles communautés. Hein, bon, mettons qu'apparaissent des nouveaux génotypes ou avec des nouveaux traits dans ce qu'on va appeler donc cet assemblage. Et là, on va s'intéresser donc plutôt à des métriques qui seront, bon, c'est pas directement de la variance, mais qui vont en fait décrire d'une façon ou d'une autre la gamme de valeurs présentes et la façon dont elles sont réparties, en fait, leur distribution vraiment numérique dans la communauté. Voilà. Donc on n'utilise pas uniquement ces métriques moyennes. Les métriques moyennes sur lesquelles j'ai beaucoup insisté, en fait, il se trouve que pour tout ce qui est, on va dire, processus biogéochimique, donc le cyclage des nutriments et de l'eau, c'est plutôt ces métriques qui vont souvent avoir de l'influence. Mais quand on s'intéresse à des questions dynamiques, ça va être plutôt des métriques autour de la distribution, la variance. Voilà. Guylain Marcilly. Merci. C'est un petit peu une question. D'abord, bravo pour cet exposé, madame. C'était extrêmement intéressant. Un peu dans la continuité de ce qu'a dit Salançon ou Amator. Vous avez parlé, quand vous avez défini les traits, je dirais, de caractéristiques morphologiques, physiologiques et phénologiques des individus ou des espèces que vous caractérisez et leur influence sur le fonctionnement de l'écosystème. Ce que j'ai vu, il me semble, mais j'ai peut-être pas le vu, c'est que vous avez pris un trait et un fonctionnement de l'écosystème. Je pense que, évidemment, c'est multifactoriel, c'est-à-dire que vous avez plusieurs traits qui se combinent d'une façon, justement, que sur ma question, qui se combinent pour expliquer un fonctionnement. Alors, comment peut-on, c'est un peu la question de l'amateur, là vous avez parlé des moyennes, mais si par exemple je prends un trait morphologique et puis un trait physiologique, est-ce qu'il est évident que c'est la moyenne de la valeur que vous allez mesurer pour la caractériser qui va permettre de les combiner, ou est-ce qu'il faut prendre le logarithme de l'un et 1 sur x de l'autre? Est-ce qu'il faut dire c'est la présence ou l'absence qui va... Comment est-ce que vous faites pour combiner des traits différents pour essayer d'expliquer votre fonctionnement? Alors, bon, il y a plusieurs choses. Alors, la première chose, c'est qu'on s'intéresse beaucoup, je n'ai pas eu l'occasion d'en parler, aux relations entre différents traits. Et donc pour savoir lesquels sont finalement associés sous la forme de ce qu'on appelle des syndromes.
Donc des traits qui vont en fait fonctionner plus ou moins ensemble. Là, j'avais l'exemple de la surface spécifique, la teneur en azote des feuilles. Donc dans ces cas-là, en fait, c'est extrêmement facile puisqu'ils sont relativement corrélés et ils fonctionnent ensemble. D'accord. On se ramène à un seul trait alors. Voilà. Donc le second cas, c'est celui que j'avais illustré avec donc la teneur en azote des feuilles et la hauteur des plantes, qui sont des traits donc qui fonctionnent de manière indépendante. C'est montré de multiples fois en fait dans des flores diverses et variées. Donc l'un peut varier indépendamment de l'autre. Et dans ce cas-là, on peut par exemple se servir. Là, j'avais donc le modèle que j'ai montré était un modèle d'analyse des pistes, donc qui permet de combiner de l'information sur ces différents traits. Donc on ne les fusionne pas en quelque sorte, on recueille l'information portée par ces différents traits. Donc il y a différentes façons de le faire, et également dans des modèles mécanistes, bien entendu, on va pouvoir prendre en compte, par exemple, des modèles de croissance de la plante ou des modèles, tout à l'heure on parlait d'allocation de la plante au sol. On va pouvoir prendre en compte les différents traits qui interviennent un par un ou par sous-groupe, disons. Voilà. Merci.